Et rebonjour, ou plutôt bonsoir maintenant, pour ce troisième Open Plateau de la journée. On a parlé du business et du numérique, on a parlé de l'approche ludique, notamment dans le management et le numérique. Et puis pour ce plateau de fin, on va parler de déconnexion. Il y a déjà quelques personnes qui ont déconnecté de Réunique aujourd'hui qui reviendront demain certainement. La déconnexion et le numérique, c'est un sujet assez brûlant, assez contemporain. C'est le thème qui concerne tout le monde aussi. Je vois autour de moi la manière dont on utilise notre téléphone frénétiquement. On en a des exemples ici entre deux écoutes d'un débat. Je vous propose de prendre juste 20 minutes pour s'interroger sur cette déconnexion, sa nécessité, la manière dont on peut la vivre. Je rappelle juste que dans la loi El Khomri qui est actuellement discutée, on aborde la déconnexion. Il est prévu qu'au sein de chaque entreprise, employeurs et employés discutent chaque année de l'utilisation des outils numériques en vue, je cite, d'assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés. Donc ça pourra prendre différentes formes. Pour l'instant, ce n'est pas acté. Il y a des possibles blocages d'emails pendant certaines plages horaires. On ne reviendra pas en détail dessus, mais c'est un peu le contexte général. Autour de moi, j'ai trois invités. Thierry Mbaye, qui dirige le MEU, qui est un Fab Lab, machine électronique à usage numérique. Usage À humaniste. usage humaniste, numérique. À usage humaniste, un Fab Lab, Maker Lab, tout ce qui est lab en fait, basé à Roubaix. Stéphane Vial, que si vous êtes présent sur les réseaux, vous avez entendu, puisqu'il a animé les conférences, enseignant-chercheur spécialisé dans l'analyse des technologies numériques, maître de conférences en design. Et Yves Sibilo, directeur de Mode 83 et président d'Arsenic, qui sont donc avec nous tous les trois pour parler de cette déconnexion. Alors Yves, vous me disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce que je vais dire sur ce sujet alors même que vous travaillez dans le numérique et que vous êtes extrêmement connecté. Alors, racontez-moi comment vous vous octroyez ou pas ce droit à la déconnexion pour vous et aussi dans le cadre, dans votre structure en tant que chef d'entreprise. C'est pas bien de balancer comme ça direct. Euh, Effectivement, je me suis posé cette question lorsque vous m'avez proposé de participer à votre Open Plateau. Et ça a fait écho avec ce que j'ai dit ce matin en introduction, puisque j'ai voulu citer un peu l'article de droit, de loi qui fait référence à la droit à la connexion. Et du coup, je me suis dit, bon, quand même, en premier lieu, c'est un droit. Donc, par les temps qui courent, avoir des droits nouveaux, je pense que ça mérite déjà une certaine attention. Et puis, effectivement, ça a renvoyé à ma pratique et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il en est de ce droit pour moi, même s'il n'est pas encore mis en œuvre, etc. Mais c'est vrai que le temps aidant, on s'aperçoit que notre force de travail, notre énergie passée au travail de façon quotidienne, bah, d'une certaine manière, s'étend sur le temps, s'étale sur le temps d'une journée, d'une semaine, pendant les congés, etc. Donc j'ai été spontanément, mais en même temps en conscience, mais aussi en conscience parce que d'une certaine manière, je suis dirigeant, donc de mon statut, je dirige une association avec 15 salariés. Personne ne m'a dit de me connecter ou de me déconnecter, mais du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un peu comme je veux. Donc j'ai l'impression quand même de garder un peu de pouvoir. Et là où ça commence un petit peu à se compliquer, c'est qu'est-ce que je dois dire à mes salariés. Et je vois bien qu'aujourd'hui, la pratique est variable selon chacun d'entre nous, la manière dont il a envie de s'investir dans l'association, enfin dans son travail quotidien, ou moins. Et effectivement, j'observe que je travaille d'une certaine manière avec mes salariés en dehors des temps contraints dans l'entreprise ou dans les espaces de notre activité. Je travaille aussi avec eux, mais des fois sur notre temps de travail. Mais là, par exemple, je suis aujourd'hui à Martigues, il y en a d'autres qui sont à Draguignan. On a évidemment échangé dans la journée. Donc ça apporte un certain confort, mais on ne sait pas dire jusqu'où ce confort ne devient pas, à un moment ou à un autre, une contrainte. Bon, voilà, c'est ça mes premières réflexions. Voilà. Pour l'instant, rien n'est formalisé, autrement dit, d'un point de vue du temps de travail, rien n'est formalisé comme espace ou comme plage de déconnexion. Non, non, et même de la part des salariés, hein, même des délégués du personnel, c'est pas remonté de façon formelle. Voilà. Pour moi, c'est nouveau quand même. Hein. Stéphane Vial, vous analysez l'impact du numérique sur nos vies. Pour bien le vivre, le numérique, même si c'est très très large, l'idée du numérique, ne faut-il pas en imposer de ces cures de déconnexion? Il y a différentes façons de prendre la question. Moi, ce qui m'intéresse à travers l'actualité autour de ce droit à la déconnexion, c'est la problématique que ce droit essaye de résoudre et qu'on connaît tous.
et qui finalement est celle du détachement du temps par rapport à l'espace de travail. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une espèce d'unité de temps et de lieu, comme on dit au théâtre, et cette unité de temps et de lieu, en fait, elle avait déjà pas mal évolué avec un certain nombre de pratiques professionnelles, parce qu'on emmène des dossiers chez soi, on travaille chez soi, sauf que les dossiers ne sont pas interactifs, ils ne reçoivent pas des messages en temps réel. Donc on sait la dose de travail qu'on emmène dans son cartable et qu'on s'autorise à avoir le soir ou le week-end, et on sait qu'il n'y en aura pas plus parce qu'on l'a choisi en l'emmenant. Bon, donc ça c'est simplement pour dire que, comme souvent avec le numérique, c'est pas complètement nouveau, simplement ça change d'échelle et d'ampleur. Et là, en revanche, il y a vraiment un vrai détachement, puisque voilà, chacun le vit, c'est banal de le dire, mais c'est intéressant de le rappeler. Voilà, on peut être dans une connexion constante et continue à son travail. Alors le problème, c'est que ça nous renvoie aussi au rapport qu'on a chacun à son travail, parce qu'il y a ceux qui adorent travailler, qui ne font que ça, qui sont des workaholics, comme on dit, des alcooliques du travail, que ça ne dérange pas tant que ça, semble-t-il. Ceux qui ont un rapport au travail un peu différent, qui ont besoin, et on les comprend, de ruptures plus fortes et qui devient plus difficile à mettre en œuvre. Et là où je trouve qu'un droit à la déconnexion est une nécessité psychosociale, c'est qu'en fait, si l'on veut maintenir des ruptures de temps de travail, alors du fait de l'omniprésence de la connexion, ça veut dire que ça ne dépend plus que de soi. Il faut avoir une vie intérieure très forte, une force d'âme très grande pour pouvoir se l'imposer. Et c'est pas facile, même quand on a une force d'âme en général, parce qu'on le vit tous au quotidien, ça s'immisce très facilement. Donc je trouve qu'introduire un tel droit, c'est une nécessité certes sociale dans les entreprises, mais presque aussi psychologique pour tous les citoyens, parce que ça montre à chacun que c'est utile et pertinent de s'offrir à soi-même de la rupture pour retrouver de l'intériorité, du temps de concentration avec soi, de la solitude, de l'ennui. C'est très difficile de s'ennuyer aujourd'hui. Hein, Nietzsche disait que l'ennui est ce calme plat qui précède la tempête et les vents joyeux. Il disait que pour être créatif, il faut beaucoup s'ennuyer. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de temps qui est libre au sens où il est libéré des contraintes professionnelles, par exemple. Donc bon, voilà, je ne vais pas être trop long, mais je crois que c'est assez intéressant. Thierry, pour poursuivre sur cette question, quel type de sociabilité induit la connexion permanente ? Vous dirigez un lieu dans lequel on est à la fois, c'est paradoxal, en connexion et en même temps, d'une certaine manière, en déconnexion, puisqu'on se retrouve dans un lien social physique. Comment on crée ce lien avec des technologies numériques qui évite la sensation du seul ensemble ? C'était le nom d'une enquête assez intéressante d'une chercheuse du MIT, le fait d'être seul ensemble, qui est une sensation qu'on vit relativement souvent. J'ai envie de dire que ces espaces, ils se sont aussi matérialisés. C'est quand effectivement on peut échanger autour des Fab Labs et des ressources techniques, techno ou autres sur le web. Dans les forums, il y a des forums de discussion, des listes de diffusion. Et quelque part, ces lieux, ils renforcent cette volonté que les gens ont de se rencontrer en vrai, physiquement, sans l'interface, sans l'écran. D'ailleurs, l'écran fait écran. Donc, sans l'écran, c'est ce que permet ces lieux et qui sont un prolongement ou peut-être même une réaction à la simple fenêtre de l'ordinateur. Donc cette idée un peu des tiers-lieux, finalement des lieux dans lesquels on se retrouve, on n'est ni forcément dans le travail, ni forcément chez soi. C'est aussi l'idée de favoriser le réel sur le virtuel. Yves, de la même manière, dans votre travail plutôt à mode 83 que dans Arsenic, c'est une problématique à laquelle vous êtes confronté ? Oui, ça marche. Oui. Parler un petit peu plus fort. Oui, pardon. Je dirais depuis le début quand même qu'on intervient dans le numérique, puisque nous, on a un espace public numérique, on en a 4 qui fonctionnent depuis le début des années 2000. Pour moi, c'est un peu un faux débat, l'histoire du numérique et de la coupure de la relation, de la réalité avec les autres. Je pense qu'on s'est un petit peu emporté. C'est comme l'histoire de la baguette magique du numérique, on croit qu'on va tout résoudre, etc. Mais moi, je pense que le numérique génère de plus en plus de relations. Et que le fait que les tiers-lieux existent, c'est parce que c'est signe des temps, c'est que les gens ont envie de se rencontrer autour de nouvelles pratiques, mais ça a toujours existé. Donc il se trouve que dans ces lieux, il y a de la connexion et on fait le choix de l'utiliser ou pas de l'utiliser. Mais moi, je pense que le numérique, au contraire, amplifie le champ relationnel. Après,
la qualité du champ relationnel, ce serait un vaste débat. Mais pour revenir au droit à la déconnexion, en faisant le lien avec ça, je me disais, c'est un peu paradoxal quand même. Souvent, vous allez sur des réseaux sociaux, vous allez avoir un petit film qui vous montre une famille ou un groupe de jeunes qui sont attablés ou alors qui prennent un café. Ils sont tous ensemble, mais ils ont tous collé derrière leur smartphone avec le message en dessous oh là là, quelle horreur, ce monde de brutes, on se parle plus, etc., etc. Bon, et là, dans le champ contraint, c'est-à-dire le travail, on instaurerait un droit à la déconnexion pour notre bien-être d'une certaine manière. Et dans le champ non contraint, alors, ce droit-là ne pourrait pas... donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, ça renvoie à soi, à sa personnalité, son tempérament ou son supplément d'âme. Mais effectivement, cette question du droit à la déconnexion, pour ceux qui en ont la capacité intellectuelle ou le pouvoir, c'est-à-dire les dirigeants, peuvent faire ce choix-là. La question se pose pour ceux qui n'ont pas ce pouvoir-là formellement dans le champ du travail ou intellectuellement dans le monde de tous les jours. Stéphane ? Oui, je réagirais bien à ça parce que effectivement, je pense qu'il faut qu'on se méfie aussi, même si c'est tentant, mais de tous les sens possibles par métaphore qu'on peut donner à la déconnexion. Parce que soit on parle de la déconnexion d'avec les autres, et là je pense que le numérique fait exactement le contraire, les sociologues l'ont montré, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus, et pas seulement les sociologues d'ailleurs. On a d'autant plus de relations sociales hors ligne qu'on a des relations sociales en ligne. C'est assez attesté maintenant. Et enfin bon, la puissance sociale du web et du numérique, et je pense, est assez nette. Donc soit on parle de déconnexion d'avec les autres, je crois que là ça ne fonctionne pas. Soit on parle de déconnexion d'avec le réseau, la déconnexion technique, hein, ça coupe, il n'y a plus rien. Bon, voilà. Soit on parle plutôt, je pense que le droit à la déconnexion, là notamment dans le cadre législatif actuel, c'est la déconnexion d'avec le management, le travail, la pression de l'entreprise, la pression de l'activité. Et en ce sens-là, je le trouve pertinent. Vous avez évoqué, sans la citer, Sherry Turkle en parlant de Seul ensemble, Alone Together, qui est effectivement un livre voilà, d'une psychologue américaine qui dit que finalement avec le numérique on est tout seul ensemble. Mais il y a plein de photos qui tournent sur les réseaux sociaux où on voit soi-disant des jeunes, il y en a notamment cette fameuse photo où on voit des ados sur des smartphones alors qu'il y a une toile de Rembrandt derrière eux au Rijksmuseum d'Amsterdam. Sauf qu'en fait les gens se sont rués sur cette image alors qu'il y en a une deuxième où on les voit dans la salle d'après où ils sont en train de regarder un autre tableau de Rembrandt, où en fait il s'avère qu'ils étaient en train de consulter l'application du musée grâce à leur prof ou leur médiateur qui était là. Et on adore ces clichés dualistes, réels virtuels, etc., qui sont de plus en plus finalement caricaturaux. Moi, en revanche, le seul point, si je devais formuler, mais je l'ai déjà dit, une sorte d'inquiétude, mais d'une certaine manière, ce droit à la déconnexion me rassure là-dessus, c'est la déconnexion d'avec soi. Et donc, la déconnexion d'avec soi, sur ce point-là, je rejoindrais volontiers Sherry Turkle. Il faut se méfier de ne pas se déconnecter d'avec soi-même. Voilà. Et peut-être que cette loi, elle peut permettre de rappeler aux salariés, aux uns et aux autres, de temps en temps, c'est bien aussi que je choisisse, moi, comment je veux m'en retrouver avec ma solitude intérieure et comment je veux la nourrir. Alors c'est intéressant parce qu'on avance sur le terme même de déconnexion et effectivement on se disait tout à l'heure peut-être que le terme même de déconnexion n'est peut-être pas le plus approprié parce qu'il y a d'autres formes de connexion autrement en fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas tant de se déconnecter mais peut-être de reprendre un petit peu de pouvoir sur la manière dont on est connecté de manière assez naturelle quand on a un smartphone qui est ouvert et que le réseau passe, mais de se connecter autrement. Et là, je me tourne évidemment vers des lieux comme le Fab Lab, dans lequel le principe, l'ADN même d'un Fab Lab, c'est de travailler sur cette connexion autrement. Oui, cette connexion par le faire, par l'être ensemble, l'être à soi. Je pense que c'est aussi important. Pour être très précis, vous travaillez avec des salariés. Est-ce qu'il y a des conventions ou des partenariats qui commencent à se nouer avec des entreprises et vous avez pendant 2 heures, comme quand on est à l'école et qu'on a des ateliers de 2 heures, vous avez pendant 2 heures des salariés qui viennent se connecter autrement. Est-ce que ça existe ça ? Je ne sais pas, tu parles peut-être des visioconférences ou... Non, chez vous, je veux dire chez vous, au MEU, dans un lab, dans un Fab Lab. Alors déjà, nous, on n'a pas de salariés. Et ensuite, la connexion, enfin, je ne comprends pas bien le... Est-ce qu'il y a des salariés qui viennent, est-ce qu'il y a des liens qui sont créés avec des entreprises et des salariés qui viendraient chez vous pendant 2 heures pour apprendre à se connecter autrement ? Est-ce que ce sont des choses qui existent ? Alors, je vais faire un petit détour.
par le champ artistique, et notamment sur tous ceux qui créent sur ordinateur. Et c'est un formidable outil, sauf que c'est un outil qui peut être très vite distrayant parce qu'on a pas mal de notifications de Facebook, de Twitter ou de messages, de la messagerie mail. Et donc, sur cette question-là, beaucoup d'artistes, effectivement, il y a même des petits plugins ou des petits programmes qui existent pour déconnecter du réseau et d'être vraiment en autonomie avec son ordinateur. Je pousserai un petit peu plus loin l'image en parlant justement des musiciens électroniques qui sont d'ordinaire très branchés sur leur ordinateur et qui effectivement, face à cette distraction possible du web, choisissent de travailler sur des machines dédiées qui ne sont pas du tout connectées au réseau. Donc il y a aussi cette dimension-là peut-être sur laquelle nous, on travaille, de ne pas forcément être connecté tout le temps, de choisir ses temps de connexion. Moi, je suis, par exemple, venu très tardivement à Facebook, paradoxalement. Et quand je ne poste pas un truc depuis 2 jours, voilà, j'ai pas mal de remarques qui me disent « Mais t'es pas là, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? T'es encore en vie ?» Oui, tout va bien, j'ai juste choisi de faire une pause, d'arrêter d'alimenter la machine. Vous nous disiez aussi que la déconnexion tout à l'heure était liée à une question autour de l'algorithmie et de la logique. Expliquez-nous ça. Ah oui, alors là, c'était on réfléchissait, enfin tout à l'heure, on discutait aussi de l'apprentissage du code à l'école, de la programmation, mais quelque part, moi, dans ce qui me touche, c'est plutôt les notions de logique algorithmique et qui peuvent être faites sans forcément d'ordinateur, Sans le réseau. de tablette ou de réseau, avec vraiment papier, colle, ciseaux, etc. Tout à l'heure, on en discutait, mais je faisais référence aussi à ce qu'on appelle les sociétés, enfin, les mathématiques dans les sociétés sans écriture, où on est dans de l'algorithmie, on est dans des formes logiques et qui ne nécessitent pas d'électricité. Et je fais aussi référence à un bouquin, en tout cas, des ressources pédagogiques qui sont très fortes. C'est ce qu'on appelle les Unplugged Computer Science, donc la science computationnelle sans ordinateur, ou en tout cas débranchée, et qui pour moi fournit un certain nombre de ressources pour tous les animateurs qui voudraient travailler autour de l'algorithmie sans forcément avoir des ordinateurs, des tablettes ou autres. Stéphane Vial, c'est opérant ce discours à l'heure où on équipe les collèges, les lycées et même les écoles primaires de tableaux interactifs, de tablettes. C'est opérant de parler d'algorithmie non computationnelle? Je pense que oui. Encore une fois, là, je voulais réintervenir parce que justement, derrière le mot de déconnexion ou d'unplugged, etc., il y a plusieurs façons de le prendre. Il y a une façon de le prendre dont on n'a pas parlé aussi qui me semble intéressante parce que si on la prend comme ça, elle ne m'amènera pas du tout aux mêmes conclusions. Ça me fait penser à ce jeune Américain qui s'appelle Paul Miller qui avait choisi de se déconnecter pendant 1 an pour retrouver son vrai moi. Et il a raconté ça parce qu'il a été suivi par le magazine The Verge, etc. Il a fait tout un article 1 an après dans The Verge aux États-Unis pour expliquer qu'en fait, c'est une catastrophe et un échec total, cette déconnexion pendant 1 an. Il ne s'est pas spécialement retrouvé, lui, dans son vrai moi. Il a justement perdu plein de contacts sociaux et d'occasions d'être lié avec les autres pendant longtemps. Et ça a été finalement très douloureux. Et ce qu'on voit, c'est que la déconnexion totale, en fait, d'abord, c'est quasiment impossible, c'est un mythe, c'est pas souhaitable, personne n'en veut. Donc, dans le droit à la déconnexion, encore une fois, c'est le droit à se déconnecter du travail, mais je peux jouir de la déconnexion du travail par une surconnexion amicale et sociale, ou vidéoludique, ou j'en passe. Et donc, je disais tout cela parce qu'il y a eu une mode qui existe encore, notamment aux États-Unis, pas seulement, de la détox web ou la web détox, où l'idée c'était, voilà, il faut se désintoxiquer de la connexion constante parce qu'on perd la vérité des choses, la vérité des autres. Et sur ce point, par exemple, je ne suis pas d'accord avec Sherry Turkle qui dit qu'il n'y a plus de conversation, il n'y a que des connexions. Et donc, je crois que c'est vraiment différent selon qu'on parle de connexion avec le travail, avec les autres ou avec soi-même. C'est pas le même sujet. Moi, par exemple, je crois pas du tout à ces questions de détox ou absolue là, parce que je suis pas sûr que ça. Des camps assez militaires, d'ailleurs, ça ressemble à des camps militaires un peu, enfin des camps d'entraînement comme ça où on met les gens pendant 3 semaines dans la nature. Effectivement. Peut-être ce qu'on voit en conclusion, le mot de la fin, c'est de dire que la déconnexion ne fonctionne pas sur un mode on-off, en fait, sur un mode d'interrupteur, mais fonctionne davantage dans une souplesse et une finesse aussi plus grande. Il y a eu un projet, pardon, je te redonne la parole tout de suite, mais il y a eu un projet mené par des chercheurs, je crois, de Bordeaux, je peux me tromper, mais c'est facile de retrouver. Le projet s'appelle Dévotique, déconnexion volontaire otique,
où les chercheurs ont étudié les pratiques volontaires de déconnexion des usagers. Et c'est des déconnexions temporaires, brèves, maîtrisées, contrôlées. C'est jamais la grosse déconnexion complète, totale, permanente. Merci pour toutes ces références. Yves, le mot de la fin. Oui, non, moi j'ai moins de références, mais je rigolais tout à l'heure à l'histoire de l'anecdote sur Facebook. Moi, si pendant 2 jours je suis pas sur Facebook, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, et ça ne va même pas me perturber. Donc, je crois que c'est un rapport, on va dire, à notre geekitude. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, quoi. Donc, mais je sais pas si c'est un mot de conclusion, mais je voulais rajouter un élément quand même, au-delà de côté un peu sympathique des connexions. Mais comme je pense que cet article de loi, pour y revenir, il est là aussi un peu en prévention de conflit quand même, quoi. Et je pense que et si ça a été porté, c'est qu'à un moment donné, on essaie de prévoir quelque chose, d'anticiper qu'à un moment donné, il y en a qui vont dire ah, mais c'est pas possible, quoi. Je veux arrêter de travailler, je veux arrêter de me connecter pour travailler. Ça veut pas dire je veux arrêter de me connecter pour faire autre chose, vous voyez. Donc je pense que ce droit à la déconnexion renvoie quand même à la hiérarchie et au temps contraint, et que ça anticipe, je pense, un peu de jurisprudence sur des conflits. Voilà. Et ce sera, à mon avis, très intéressant d'observer les spécifications très pratiques et concrètes qui seront mises en place. Bloquer des emails, des temps de connexion, ça n'induira pas les mêmes schémas de pensée derrière. Merci beaucoup. Dernier mot. Petite remarque, c'était une petite pastille humoristique qu'a fait Groland, je ne sais plus si c'était le dernier, je pense que c'était il y a 10 jours, et qui était justement sur, il reprenait de manière analogique donc les réseaux sociaux, le fait que finalement il y avait les encyclopédies à la place de Wikipédia. Enfin voilà, c'était très humoristique et très bien fait. Et voilà. Donc, regardez un petit peu cette petite pastille grolandaise. Raison de plus pour revoir le débat sur Réunique 13, hein, puisqu'il y a beaucoup de références à noter grâce à Stéphane, à Yves et à Thierry. Merci à tous les trois et à bientôt. Au revoir.